Dans un monde qui bouge tout le temps, ce qu'on a connu notamment ces dernières années avec le Covid, pour pas le nommer, des situations géopolitiques qui sont compliquées. Quand on vend dans 140 pays du monde, il y a forcément un pays où des fois c'est un peu plus compliqué. Il faut savoir s'adapter. Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Time to Gemba, la partie interview. Je suis avec Richard Voisine. Salut Richard. Salut Christophe. Merci infiniment de nous accueillir. On est chez DMS Imaging. C'est toujours un plaisir d'ouvrir nos portes. On est toujours très très fiers d'accueillir toutes les personnes qui s'intéressent de près ou d'un peu moins près, en l'occurrence de très près, très près à l'industrie. C'est ça, on est à DMS Imaging, tu vas nous en parler dans quelques minutes. Société d'imagerie médicale. On fait un coucou à Samuel, le CEO qui malheureusement ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais on lui fait un coucou et un grand merci parce que c'est quand même grâce à lui qui nous ouvre aussi les portes de son entreprise. Richard, on lance la saison 2 de Time to Gemba. Merci infiniment. On va essayer de faire encore mieux cette saison. Donc on nous a fait pas mal de retours sur ça serait bien de démarrer le podcast, mais en essayant d'expliquer un peu plus qui est Richard et l'entreprise, donc DMS Imaging. J'ai posé la question hier à ChatGPT. Donc j'ai dit je vais poser la question, et donc j'ai demandé à ChatGPT, je vais interviewer demain DMS Imaging, donne-moi une courte description de cette entreprise à destination des personnes qui ne la connaissent pas, mais en mode CM2. Pas mal. Donc je te lis la description. DMS Imaging est une entreprise française qui fabrique des machines spéciales pour aider les docteurs à voir l'intérieur du corps humain, sans avoir besoin d'ouvrir la peau. Ça c'est pas mal. C'est un peu comme des super caméras, des caméras très puissantes qu'on utilise dans les hôpitaux pour prendre des images de notre corps quand on est malade ou pour vérifier que tout va très bien. Le but de cette entreprise est d'aider les docteurs à mieux soigner les gens grâce à ces machines. Eh bien c'est pas mal du tout. Pour un niveau CM2, je pense que ma fille aurait fait exactement cette description-là, sous réserve qu'elle comprenne ce que je lui raconte le soir quand je rentre à la maison. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à cette description ? Non, alors on fait de l'imagerie à rayon X. C'est un point qui est important puisque différentes maladies, différents diagnostics et différents outils pour pouvoir faire ces diagnostics. Et nous, aujourd'hui, on est fabricant de matériel d'imagerie médicale à rayon X et c'est vraiment notre valeur ajoutée. Okay. On parle de scanner, d'IRM, mais nous, on fait du rayon X. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, est-ce que tu pourrais donner quelques chiffres, poser 2-3 bases de DMS, c'est où, ça pèse combien de personnes, etc. Donc DMS, c'est 140 personnes, basées à Galargues-le-Montieux dans le sud de la France, mais aussi une entité en Suède qu'on a acquis il y a 1 an. Donc on est 140 personnes basées majoritairement à Galargues et donc une vingtaine de personnes en Suède. C'est 140 pays, on vend à travers 140 pays, pas en direct, c'est-à-dire que nos produits sont destinés à des cabinets de radiologie, à des hôpitaux, mais nous, on n'a pas de la force commerciale d'aller sur le terrain et de prospecter dans le monde entier. On a des distributeurs qui font ça bien mieux que nous, qui ont des entrées au niveau des ministères de la Santé, au niveau des cabinets de radiologie sur le terrain. Donc on s'appuie sur ces réseaux dans 140 pays dans le monde. On a par exemple une table de radiologie en plein milieu des îles Marshall, donc je vous laisserai regarder où sont les îles Marshall. C'est entre le Japon et les États-Unis, en plein milieu du Pacifique. On travaille pour des grands groupes, des grands noms de l'imagerie, type Canon, type Fujifilm, type Carestream qui était anciennement Kodak sur les États-Unis. Et puis on fabrique 3 types de produits ici à Galargues-le-Montieux, des tables de radiologie fluoroscopie à hauteur entre 150 et 200 par an, des tables d'ostéodensitométrie, ça je t'invite à le reformuler ensuite, à hauteur de entre 350 et 450, c'est un marché qui est en croissance pour nous. Et puis on a un petit nouveau qu'on va démarrer en production l'année prochaine, qui s'appelle Onyx, qui lui est un mobile de radiologie. Et là, l'objectif, c'est d'atteindre à terme une centaine d'unités. Ok, d'accord. En termes de chiffre d'affaires et de
croissance? Donc l'année dernière, on a fait 42 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a un plan Imaging 2027 qui doit nous amener à 70 millions de chiffre d'affaires, qui va être par de la croissance interne sur nos produits historiques, table de radio, table d'ostéo, par de nouveaux projets. On parle d'Onyx, on a d'autres projets dans les tuyaux pour nous amener cette croissance, mais aussi par des opportunités externes. On l'a fait avec Solution for Tomorrow l'année dernière, qui était un complément de gamme des produits qu'on vendait en négoce et qu'aujourd'hui on a intégré dans notre catalogue de fabrication. Ok, d'accord. Bah, je pense que tu nous en parleras un peu plus tout à l'heure. Pour la petite histoire, moi j'ai rencontré Richard il y a à peu près 2 ans. Ouais. On était sur une manifestation. On était avec Arthur aussi de la brigade de Véro que les gens connaissent ici. Et je crois que le sujet c'était les risques organisationnels. Tu te rappelles? Oui, tout à fait. Il y a des risques ici. C'est un sujet pour toi? Dans un monde qui bouge tout le temps, ce qu'on a connu notamment ces dernières années, avec le Covid pour ne pas le nommer, des situations géopolitiques qui sont compliquées. Quand on vend dans 140 pays du monde, il y a forcément un pays où des fois c'est un peu plus compliqué. Il faut savoir s'adapter. On est dans l'industrie, on n'a pas forcément été mis en avant ces 30 dernières années en tant que métier porteur, des difficultés donc du coup pour recruter des talents. Tout ça, il faut arriver à s'adapter, être flexible par rapport au marché, être flexible par rapport à notre environnement, qui soit un peu local ou global. Donc la flexibilité pour nous, c'est quelque chose qui est important, notamment pour une petite structure comme la nôtre, dans un contexte économique mondial avec des acteurs sur l'imagerie médicale qui sont mondiaux et très gros. T'as quoi comme, c'est vrai que je t'ai pas posé la question, en termes de concurrents? On va avoir General Electric, Philips, Philips, tu vas avoir Kodak, tous les grands noms de l'imagerie, quand vous achetez un appareil photo, on les retrouve comme concurrents sur la partie radio. Mais c'est là où c'est un peu ambigu, ça peut être aussi des partenaires dans certains cas de figure. Ok. Pour la petite histoire, oui, on s'était quand même bien retrouvé sur le côté risque et on avait ramené quand même pas mal la caméra sur les personnes. Oui. Donc c'est pour ça que tu m'avais dit suite à cette manifestation, n'hésite pas, viens chez moi visiter mon entreprise. Et c'est vrai qu'on était tous les deux alignés sur le côté c'est bien de mettre en place des procédures, des process, etc. Mais ce qui est quand même le plus important, c'est comment tu développes la capacité aux gens de détecter et de s'adapter rapidement à ces évolutions qui sont fréquentes, quoi. Exactement. Ouais. Je suis allé sur ton CV, monsieur Richard. Donc, non, je suis allé sur LinkedIn et quand j'ai regardé, j'ai dit bon, DMS, à peu près 7 ans. C'est ça, 6 ans et demi, oui. Je dis bien sûr à peu près parce que j'ai vu NTR. NTN SNR. NTR Europe ou Europe. Grosse structure. Hein. Ouais. Ils font quoi? Équipementier automobile à 70%. C'est tout ce qui est roulement, roulement à billes, roulement aiguille. Donc, marché numéro 1 l'automobile, et puis après d'autres secteurs comme le ferroviaire, l'aéronautique. J'ai pas dit que c'était une petite boîte, grosse boîte. Hein, grosse boîte, oui, grosse boîte, ouais. Un équipementier automobile de rang 1, donc grosse boîte. Pas mal. Et juste en dessous, c'est juste dans le PSA Group, petite structure aussi. Donc le nouveau Stellantis, qui n'était pas aussi gros à l'époque, puisqu'on avait à l'époque 2 marques principales qui étaient Peugeot et Citroën, mais oui, j'ai passé 10 ans, j'ai fait mes premières armes au niveau de l'industrialisation des véhicules chez Peugeot Citroën. Je me suis arrêté là, mais il y avait peut-être d'autres. Mais je me suis dit, cité recruteur. Alors je fais coucou à Tiffany, par exemple, de JOL. Je me suis dit, Richard, il aime bien les grosses boîtes. Alors, j'aimais bien les grosses boîtes, mais ici, on est quand même dans une structure qui est plus d'une PME, PMI. Ok. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait basculer vers la PME, PMI alors? Le challenge, alors, mon histoire, c'est mon père était artisan, petite structure. Jamais je dirais travailler dans une petite structure, ça me plaisait pas. J'étais passionné automobile, donc je suis dans l'automobile. Et puis petit à petit, je dirais aller chercher ce côté petite structure en importance que j'ai appris, parce que les grandes entreprises,
même si on peut dire des fois c'est moins flexible, c'est quand même en termes de formation c'est extraordinaire. Moi j'ai eu la chance d'avoir des outils, ne serait-ce qu'informatique dès 2002, extraordinaire. Enfin j'avais déjà un PC portable avec du Wi-Fi dans toute l'entreprise. Toute la support de formation, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de formations quand j'ai intégré PSA, de travailler avec Toyota. Et donc je me suis dit aller vers une petite entreprise pour, je dirais, apporter tout ce savoir-faire pour les aider à grandir, puisque c'est ce que Samuel cherchait, c'était des gens qui viennent de l'industriel pour nous faire passer, je dirais, de l'artisanat, d'une petite épicerie à un supermarché, avec besoin de se faire entourer de personnes qui avaient ces compétences de grandes entreprises, même si des fois le grand écart peut être important. Donc c'est d'amener finalement cette expérience de la grosse structure tout en conservant ce côté flexible, agile. Agile, le quotidien, mettre un peu les mains dans l'opérationnel. Même si dans les grands groupes on peut avoir du quotidien très, très opérationnel, mais puis être au cœur des décisions de l'entreprise. Les choses sont à portée de main, quoi. Exactement, qu'elles soient stratégiques, mais aussi du quotidien, des 5 minutes qui suivent, quoi. Moi, t'es directeur de la supply chain et des achats, c'est ça? Oui. Moi, j'ai changé d'avis sur la supply il y a 3-4 ans, même 4 ans, et encore plus avec l'épisode Covid et après post-Covid. Je me suis rendu compte que c'est bien de produire. Mais c'est vrai que si la matière première elle n'arrive pas au bon rythme, au bon endroit, il se passe un truc. Et c'est bien de produire, mais si tu n'arrives jamais à délivrer tes produits à temps à tes clients, il se passe un truc. Et c'est vrai que j'accompagne pas mal de boîtes et on est omnibulé, focalisé sur la prod. Mais j'ai une impression assez bizarre qu'on sous-estime vraiment cette partie supply, logistique, etc. Est-ce que tu as le même avis que moi ou c'est moi qui me... Exactement. Alors moi, je ne suis pas né dans la supply logistique. J'ai fait plutôt des méthodes de l'industrie, de la production. On a une proposition de poste qui m'a été faite quand j'étais chez NTN-SNR d'aller vers la supply. Et ce qui est génial dans la supply, c'est que tu as une vision globale. Et c'est là où tu te rends compte que la somme des optimums locaux, c'est pas l'optimum global en fait. Et ce qui est génial dans l'activité de supply, c'est que tu as cette vision vraiment globale. Tu sais que tu vas être au contact du commercial qui va essayer, tant bien que mal, de donner des prévisions, qui va avoir du mal parce qu'il va se dire mais ce que je vais te dire, ça va être faux en fait. Mais c'est pas grave, ce que je veux mesurer, c'est de combien c'est faux. Pour pouvoir après adapter l'ensemble de ma supply chain aux besoins de mon commercial et d'expliquer à mon commercial que s'il veut de la réactivité, ça a un impact sur la partie industrielle via du stock, via de la flexibilité sur le capacitaire ou alors du délai. Et c'est ce qui est, moi je trouve génial dans la partie supply, puisque au-delà d'aller mesurer les capacités de production, tu vas jusqu'à ton fournisseur de rang 1, qui va lui-même jusqu'à son fournisseur à lui. Et on a vraiment la vision globale de pourquoi une entreprise, elle est performante, où est-ce qu'elle a à progresser. Quand tu parles de fournisseurs de rang 1, de rang 2, on est tous les deux passionnés par Toyota et il y a cette notion de Gemba. Tu vas visiter tes fournisseurs de... Oui. Ils le prennent comment? Alors, c'était pas dans la culture de l'entreprise d'aller visiter les fournisseurs. Donc, les premières fois où ils nous ont vu débarquer, ils étaient un peu surpris. Mais globalement, ils sont comme nous, en fait. C'est que on est en phase d'industriels qui sont très très fiers de montrer ce qu'ils font pour nous. Et en général, les portes sont grandement ouvertes et même si on a des difficultés, même si la vie de l'industrie, c'est pas toujours très rose, on a des gens qui sont toujours très contents de nous recevoir en fait. Et à chaque fois que je vais chez un fournisseur, je vois mon petit welcome qui me dit bienvenue en toutes les langues, puisqu'on on exporte dans le monde entier, mais on fait venir aussi, on a des
des partenaires dans le monde entier. Donc on a toujours le petit welcome qui est bienvenue chez nous, quoi. Ça a quoi comme vertu de te balader chez tes fournisseurs? De se connaître. De se connaître? Ouais, de se connaître, de voir aussi ce qu'ils me racontent au téléphone, c'est la réalité, hein, parce que on peut nous raconter à peu près ce qu'on veut au téléphone, même si on a de la visio, tout ça. On peut faire de l'incrustation d'images pour dire regardez, j'ai un super capacitaire de production, il n'y a pas de souci. Mais au final, de voir ce qui se passe sur le terrain, je pense que quand on est convaincu, c'est de comprendre quelles sont les problématiques de ton partenaire. Parce que je reste convaincu que la personne qui est en face de toi elle est là pour t'aider, elle n'est pas là pour te chercher des noises, même si on a une relation commerciale, attention. Mais d'aller sur le terrain, de comprendre ses problèmes, te permet à toi de l'aider, à les résoudre, et puis de de mieux comprendre comment tu dois agir dans ta relation au quotidien avec ce fournisseur, quoi. Et se connaître, et c'est important, à chaque fois que tu en mets un nom un visage sur un nom, pardon, la relation après elle est quand même beaucoup plus simple. Et quand tu es en difficulté, de connaître ton fournisseur, ça aide. Je pense que limite on pourrait s'arrêter là, mais on va pas s'arrêter là. Mais en termes d'insight le nombre d'entreprises que j'ai la chance d'accompagner, où à chaque fois je leur dis soit prenez votre téléphone ou déplacez-vous, c'est un truc de dingue parce qu'on a une, je sais pas si tu le vois, mais on a une tendance à vouloir dématérialiser la relation. C'est bizarre, ce mouvement qu'on est en train de faire, on la déshumanise, et donc on envoie un email, ou on envoie un mémo, ou on envoie un truc, et on se dit les choses vont se passer, vont se résoudre, mais c'est pas le cas. Et le nombre de fois où juste un coucou, un déplacement, ça a un impact de dingue, quoi. Mais c'est valable aussi en interne, hein. Aujourd'hui, c'est facile d'envoyer un mail, c'est facile d'envoyer un mémo, comme tu dis. C'est important d'avoir ces outils-là parce que ça permet aussi d'envoyer peut-être plus d'informations qu'à une certaine époque et d'être plus réactif. Mais encore une fois, rien de nouveau pour comprendre et résoudre un problème, d'aller voir son collègue en fait. Et ça, c'est un point sur lequel j'insiste auprès de mes équipes en disant ouais, mais il m'a pas répondu à mon mail, ok, il reçoit 60 mails toutes les 2 heures. Tu crois qu'il a le temps de lire tous tes mails et de répondre dans les 3 quarts? Non. Donc, à un moment donné, si tu as un problème, si tu as un problème avec un fournisseur, c'est de l'appeler. Et moi, clairement, je considère que si un fournisseur ne m'appelle pas, qu'il m'envoie un mail, c'est que son sujet n'est pas très important. Okay. Et en général, quand le sujet est très important, il se déplace. Il prend le téléphone et il se déplace. Ouais. Et j'estime que nous, on doit faire pareil en interne. Ok, voilà. Mais joli insight, merci beaucoup. Si on reprend un peu en arrière, tu as travaillé PSA, tu m'as dit que tu avais rencontré Toyota, tu avais bossé avec Toyota. Oui. Qu'est-ce que tu as récupéré de Toyota finalement? J'appelle ça le GBS. C'est le GBS? Le gros bon sens. Le gros bon sens, ah. Le bon sens en action en fait. C'est cette culture en fait de chercher la simplicité, la valeur ajoutée directe sur une opération que tu vas réaliser. Alors, on le voit assez facilement sur une ligne de production, mais je vais prendre un exemple. Alors, mes anciens collègues de chez PSA ont peut-être mal le prendre, mais parce que je vais faire des raccourcis très rapides, mais c'est juste pour illustrer. Quand on a commencé à travailler avec Toyota, un opérateur chez PSA mettait 30% de valeur ajoutée en moyenne sur son poste de travail, sur le véhicule. Et courait 70% du temps à aller chercher des pièces. Un opérateur chez Toyota passait 70% de son temps à mettre de la valeur ajoutée sur le véhicule, 20% à se déplacer, il se reposait pendant 10% du temps. Quand tu fais le calcul entre 30% et 70%, tu as déjà une usine qui est 2 fois plus petite. Et en plus, tu as des opérateurs qui, toutes les minutes, se reposent 10 secondes. Et comment on invite les gens à s'intéresser à ça? Ça, c'est une de ma thèse, hein, donc comment j'arrive, parce que c'est vrai que est-ce que tu mets en place des choses dans ton entreprise issue de Toyota? J'essaye. T'essayes? J'essaye, mais ce qui est très compliqué, c'est de sortir du mode pompier, entre guillemets. Ok, d'accord. D'où ce que tu disais, j'essaye d'analyser les choses qui sont variables, qui ne se passent pas comme prévu, pour pouvoir les comprendre et sortir juste du mode réaction. Mais quand tu es dans une petite structure qui est sur la rampe pour devenir une ETI,
du coup, tu es en croissance forte de chiffre d'affaires et donc d'activité derrière. Tu es tout le temps en fait sous-dimensionné, je ne sais pas si c'est le bon terme. En redimensionnement perpétuel. Voilà, en redimensionnement perpétuel. Et du coup, c'est difficile de stabiliser tes fondations de ta maison en fait. Ouais, je suis d'accord. Et c'est là où il y a le gros du challenge. Et puis l'autre chose, c'est que c'est tellement facile de se laisser porter par les événements du quotidien, d'être dans ce mode pompier. On a l'impression quand on rentre le soir, on est des sauveurs, on a sauvé le monde 15 fois. Mais le lendemain matin, on retombe sur les mêmes problèmes, on re-sauve le monde 15 fois, mais on n'a pas progressé. Ok, donc c'est un petit challenge. Aujourd'hui, oui. Ok, intéressant. J'ai hâte d'en savoir plus dans quelques mois. Donc, dis-moi, quand je regarde ton marché, j'ai l'impression que c'est un marché qui est quand même, alors je vais dire bien orienté, mais c'est-à-dire dans le sens où, oui, en effet, il y a pas mal de pathologies à soigner, il y a un vieillissement de la population, donc je pense qu'il y a un besoin. Oui, complètement, oui. Et donc il y a même une évolution des technos qui sont là et qui donnent des opportunités d'aller encore plus loin dans le diagnostic, etc. Donc marché bien orienté. Comment tu te positionnes vis-à-vis de tes concurrents? C'est-à-dire comment vous vous différenciez de vos concurrents? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est, je pense, notre écoute. Du client, mais aussi de l'utilisateur final. Comme je l'expliquais, on est plutôt sur un mode de fonctionnement en B2B. On ne va pas faire de vente directe à un cabinet de radiologie, mais par contre, on a des ingénieurs d'application, on a des chefs de produits côté marketing, on a un gros bureau d'études, on investit beaucoup sur la R&D, qui vont être là pour aller chercher l'interface manipulateur, aller chercher ce que le manipulateur a besoin pour qu'on lui simplifie sa tâche en fait. Notre outil, c'est de faire ses diagnostics. Il faut qu'il puisse se concentrer sur la réalisation de son diagnostic, pas sur bouger sa table dans tous les sens pour mettre le patient dans la bonne position. Donc nous, c'est ce qu'on doit lui apporter en fait. C'est-à-dire qu'il se concentre sur son diagnostic et que nous, notre produit, lui l'amène à mettre le patient dans les meilleures conditions. Et c'est là aussi que la notion de patient, elle est intéressante, puisqu'un patient, quand on va faire l'examen, en général, on est plutôt stressé, parce qu'on a un problème, on ne sait pas lequel. Donc il faut qu'on puisse le rassurer via un produit qui le met en confiance. C'est un bien grand mot, mais je vais mettre un peu de lumière, un peu de musique pour qu'il se sente bien, diminuer un peu le stress qu'il peut avoir. Donc ça, je pense que c'est notre force en développant le produit, mais aussi le logiciel de traitement d'image qui va avec. Et on a les mains complètement libres pour dessiner, coder ce qu'on en souhaite, quoi. Donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de la visite. On en parle pas mal de comment on apporte à la fois le confort du patient, mais comment on aide et on soutient le médecin Manip Radio à faire les meilleurs diagnostics. Oui. Tu me disais là aussi dans la visite qu'il y avait quand même il y avait des contraintes d'un point de vue normes et de sécurité. Oui. Oui. Toutes les boîtes ont les mêmes. Oui. Donc vous avez ce cadre. Est-ce que c'est un cadre qui vous aide ou un cadre qui vous aide, qui vous développe, ou un cadre qui vous contraint et qui vous empêche de faire ce que vous voulez? Je dirais que la balle est un peu au milieu. Un peu au milieu. Oui, c'est important d'avoir un cadre. Je pense qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas de cadre, on aurait n'importe quel produit qui serait développé par n'importe quelle entreprise qui permettrait de faire du diagnostic, mais qui serait dangereux. On est là pour faire du diagnostic de patients, pour sauver des patients. Si on ne fait pas un bon diagnostic, on prend des risques sur le patient. Donc il faut cadrer. Je pense que c'est une des entrées, et c'est important pour que nous, en tant que patients, parce que ça nous arrive tous un jour d'être patients, on ait confiance dans les produits qui font les diagnostics. Ça, c'est pour moi le premier élément. Donc oui, il nous faut un cadre. Ensuite, il faut que ce cadre il soit ajusté dans une réalité économique et industrielle. C'est-à-dire que pour une petite structure comme nous, si on doit investir 50% de notre masse salariale, alors j'exagère, on n'a pas 50% de la masse salariale, mais c'est pour donner une image, en réglementaire, ça veut dire
beaucoup de ressources, de l'argent, et derrière, soit on dégrade nos marges, soit il faut monter le prix pour l'utilisateur final dans un marché qui reste quand même compétitif, parce qu'encore une fois, on a en face de nous des big players comme GE ou comme Philips qui, vu leur taille de structure, ont peut-être plus de moyens pour faire ces points réglementaires. Ok, d'accord. Dans la visite aussi, tu me disais tout à l'heure, je crois que c'était même en off, que les machines, vous allez les adapter en fonction de la typologie des patients que vous avez par rapport au secteur. Oui. On va, là encore une fois, c'est des faits. Sur un marché nord-américain, on va avoir des patients qui vont être beaucoup plus gros que sur un marché européen ou un marché asiatique. Donc, pour avoir une même qualité d'image, il va falloir qu'on mette plus de puissance sur nos tables pour pouvoir traverser un corps d'un patient qui fait 150 à 200 kg, puisque c'est pas ça aux États-Unis, c'est quelque chose d'assez commun entre guillemets. Sur un marché européen où les gens vont être plus minces. Et sur lequel il ne faut pas les cramer quand on fait un examen RMX, quoi. Donc on a cette capacité de s'adapter. On peut aussi s'adapter via nos générateurs de tension au pays où on installe. On a les réseaux électriques, les puissances électriques ne sont pas les mêmes dans tous les pays. On doit pouvoir récupérer ce qu'il y a comme électricité d'un côté pour pouvoir faire un examen qui soit le même pour un patient au fin fond d'un pays d'Afrique ou dans un pays d'Europe du Nord. Et c'est ce que tu disais sur le côté petite boîte, ou conserver cette flexibilité, cette agilité malgré la taille qui va grossir. Les concurrents sont en capacité de faire ça très facilement aussi? Ça dépend lesquels. Certains, oui, mais on peut être une grosse entreprise et être assez flexible. D'autres vont vous dire, vous voulez acheter une Audi, voilà ce que vous avez comme Audi au catalogue, et puis vous n'avez pas trop de choix. Ok, d'accord. J'ai vraiment l'impression que le développement aussi de DMS passe par cette gamme produit et cette compréhension des préférences clients, et donc cette adaptabilité. Les normes, elles sont les mêmes pour tout le monde ou non, par pays aussi? Alors, on a des normes par pays. En France, on a le CE médical. Aux États-Unis, on va avoir la FDA. En Chine, ça a changé de nom il n'y a pas très longtemps, mais ils ont l'équivalent de leur FDA en Chine. Donc chaque pays, chaque zone va avoir son réglementaire. Heureusement, quand on a le CE, on répond à 95%, même quasiment à 100% de toutes les réglementations des autres pays. Mais ça nous oblige quand même à une veille réglementaire qui est assez importante pour vérifier qu'à partir d'un CE, on est capable de répondre à toutes les questions réglementaires des Américains, de la Chine, de l'Australie, des pays d'Afrique. Donc oui, pour nous, il faut qu'on sache s'adapter aussi d'un point de vue réglementaire. Donc c'est vraiment une compétence que vous avez développée. Ça te parle? Ouais. T'en as eu un? Ouais. Il n'y a pas très longtemps. Il n'y en a pas très longtemps. Donc pour ceux qui nous regardent, donc ça c'est un Daruma. L'idée c'est que lorsqu'on fait un vœu, on colorie l'œil, et lorsqu'on le regarde régulièrement, et lorsqu'on a réussi son vœu, on colorie le deuxième œil. Donc si je reviens sur votre plan, donc vous avez un plan à 70 millions, 2027. On se revoit dans un an. C'est jamais aussi précis, hein, mais vous êtes bien si vous avez réussi quoi? C'est quoi les 2-3 prochains pas que vous allez faire pour pouvoir vous mettre en mouvement, pour pouvoir atteindre ce plan? C'est quoi les... On a réussi le démarrage de notre nouveau produit Onyx. Ok. Ça, c'est un point qui est important, puisque on a investi beaucoup en R&D pour démarrer ce nouveau produit.
Produit qu'on a vu, hein. Qu'on a vu tout à fait. Qu'on a vu, hein. Il faut nous mettre en vente. Ok. Que le succès commercial soit là pour pouvoir rentrer dans les phases d'amortissement de nos coûts de structure. Donc ça, c'est un point qui est important. Et donc derrière, ça veut dire le vendre, donc être en capacité de le produire, d'aller chez les fournisseurs pour qu'ils nous approvisionnent. Okay, donc ça, pour nous, c'est un enjeu qui est important. Okay. Tout en préservant nos volumes d'activité sur nos produits actuels. C'est pas parce qu'on se concentre sur le démarrage de ce nouveau produit qu'il faut qu'on oublie les autres. On est en phase de croissance aussi sur le marché de l'ostéodensitométrie. Donc là aussi, on a des enjeux d'un point de vue capacitaire. Et mon souhait, mon vœu, c'est de le faire de façon beaucoup plus sereine, en ayant des routines et des rituels installés qui nous permettent de progresser et d'être plus efficaces au quotidien. Merci infiniment Richard. On a décidé dans la saison 2 de ne jamais oublier les boîtes avec qui on a la chance de faire des time to Gemba, etc. Donc déjà, je vous donne rendez-vous au mois de septembre l'année prochaine. Tu seras là et tu pourras nous dire comment ça s'est passé et voir un peu l'évolution de ce produit. Côté vœu personnel, parce que toi, tu as un vœu, moi Richard, côté perso. Où est-ce que tu as envie de le garder? Non, si d'un point de vue plus purement professionnel, ce que j'ai dit comme vœu, ça, pour moi, c'est d'arrêter d'être Superman tous les soirs, quoi. Et je pense qu'il y a certaines personnes dans l'entreprise qui vont écouter, qui comprendront tout à fait ce que je veux dire, quoi. Ok, mais c'est très lean, très Toyota, hein, c'est la clé, mais en effet, tu as totalement raison, c'est pas facile, il faut dégager du temps, c'est comment j'analyse et j'anticipe la typologie de ma variabilité ou de mes anomalies pour pouvoir faire en sorte qu'ils ne reviennent plus, ou j'en aurai toujours, mais idéalement, pas ceux qui sont là tout le temps, tous les jours, quoi. Donc, pareil, tu me diras en perso si tu as enlevé ton costume de Superman et potentiellement t'en as mis un autre. Alors, je suis pas le seul à avoir le costume, attention, hein. Mais je pense que tu as bien compris le sens de mon message. Merci beaucoup Richard, j'ai passé un très très bon moment. Merci Christophe, au plaisir de te recevoir et de te revoir ici dans 6 mois, 1 an, pour voir si on a progressé. Merci à tous, j'espère que vous avez passé un bon moment. À très vite, au revoir.